parlé d'honorer ta famille, j'ai compris que cette mémoire pouvait se transmettre autrement. Avec mes élèves, j'évoquais déjà ces héritages juifs et musulmans, mais il manquait un geste concret. L'idée de poser les pavés avec toi est née ainsi. Merci Radouane. La rencontre avec Lucien Arnaud nous a permis d'élaborer ce projet qui n'était pas qu'un symbole mais un pont. Un chemin pour que les jeunes comprennent la Shoah, la solidarité et l'écho des mémoires. Avec l'étoile jaune et le croissant, les débats et les témoins, la mémoire a pris cher. Non pas un passé figé, mais une mémoire à vivre face aux fractures d'aujourd'hui. Et le voyage à Paris a prolongé ce chemin. À la mosquée, ils ont vu que la solidarité dépasse les frontières. Au mémorial, que la mémoire appelle à résister, écouter, dialoguer et agir. Donc c'est une initiative qui a été mise au point par Madame Pérez et Monsieur Attia, qui est professeur de religion islamique à l'Athénée Charles Rogier. Et Monsieur Attia a décidé, avec ses élèves de 3e année, de leur faire lire un livre, L'étoile jaune et le croissant, et de monter tout un projet tout autour de cette lecture. Un projet non seulement avec la pose des pavés de mémoire aujourd'hui, mais aussi avec un voyage à la mosquée de Paris, ainsi qu'une conférence débat avec projection de films, afin de faciliter la communication entre les différentes cultures. La vie d'une ville ou d'une commune ne peut se limiter à l'instant présent. Il est utile de s'approprier de son histoire. Et pour ce faire, il faut un liant, un ciment patrimonial et historique, voire une mémoire collective. C'est ainsi que les pavés de mémoire sertis et gravés à même le sol où demeurait la famille Nozis leur restitueront symboliquement leur lieu d'existence, donc leur légitimité, celle que l'idéologie totalitaire nazie a souhaité détruire et nier à jamais. Nous devons être les passeurs des mémoires, parce que cette mémoire n'ira jamais de soi. Elle nécessitera toujours d'être portée encore davantage lorsque les derniers témoins auront tous disparu. La vie offre une voie aux descendants des survivants. 3 pavés pour Marthe, Gisèle et Robert, partis de Malines vers Auschwitz par le 20e convoi. Un hommage et un rappel. Ce convoi fut la cible d'une attaque héroïque menée par 3 jeunes résistants qui s'étaient rencontrés durant leurs études à l'Athénée royal du Cleu 1 à Bruxelles. Un acte unique dans l'histoire de la résistance. Marthe, Gilbert et Robert, et tant d'autres avec eux ont été assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Il n'y a aucune sépulture, et il y aura donc ces pavés de mémoire. Et je suis la fille d'enfants cachés. Mes 2 grands-mères ont fait des choix déchirants pour protéger leurs enfants, refusant de se soumettre, optant pour la clandestinité et aussi et surtout trouvant au bon moment des personnes exceptionnelles qui les ont aidées. À une époque où les murs de l'intolérance se dressent bien trop facilement à nouveau, la construction du pont me paraît vitale, miraculeuse, car de l'autre côté, il y a cet autre, ces mains tendues, ces êtres exceptionnels. Merci aussi aux élèves. Merci à vous d'avoir lu le livre L'étoile jaune et le croissant. Merci pour vous approprier une partie de cette histoire qui fait que nous en avons une aujourd'hui en commun. Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Merci à vous. Oui, donc c'est une initiative évidemment originale, puisque dans le cadre d'une pose de pavés et de la mémoire, ici en plein cœur du cœur historique de la ville de Liège, l'école Charles Rogier liégean s'est associée à cette pose des pavés avec des élèves, et en particulier des élèves de religion islamique notamment, à l'initiative d'un professeur de l'école, qui trouvait que c'était une excellente manière de pouvoir travailler sur ce passage de la mémoire, rappeler l'histoire de la Shoah, transmettre aux plus jeunes d'une part, mais aussi de leur permettre d'être davantage éclairés, d'avoir davantage d'esprit critique par rapport aux événements qui se passent de manière générale dans le monde, et en particulier en Israël
Israël et en Palestine. C'est grâce à la pose des pavés qu'on est là aujourd'hui. C'est le point de départ du voyage. Il y a quelques points communs entre la pose des pavés et le voyage ici à Paris. La pose des pavés, on avait écrit les noms de quelques personnes qui ont été raflées durant la Seconde Guerre mondiale. Et on parle aussi de la grande mosquée de Paris que l'imam Ben Gabrit, il a aidé des juifs à s'enfuir, à ne pas se faire rafler. Alors pour moi, ce voyage a un lien avec la pose des pavés qu'on a eue. Je dirais pas qu'elle ferait partie de mon histoire, mais je me sens proche de ces personnes. Je veux dire, ce projet-là, on l'attend depuis 1 an et c'est vraiment le projet. On voulait vraiment aller jusqu'au bout du projet parce que pour moi, je voulais vraiment aller voir les lieux. Parce que en lisant le livre, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait, etc. Regarder le film et voilà, je suis contente d'être ici. Bon, je me sens fier aujourd'hui. Nous avons d'abord créé avec mon ami Daniel ce projet. On a eu l'idée de mettre sur pied ce projet dont le point d'orgue était cette pose de pavés de mémoire à la simple, qui pourrait s'apparenter à une simple pose de laiton gravé au nom de victimes de la Shoah. Et qui, au final, a donné ce beau projet, dont la consécration aujourd'hui est la visite de 2 lieux emblématiques, à savoir la Grande Mosquée et le mémorial de la Grande Mosquée de Paris et le mémorial de la Shoah. Aborder ces questions n'est pas évident, n'est pas facile, et je pense des 2 côtés. Et avec Daniel, bien qu'on s'était posé aussi la question du dialogue possible et crucial et urgent entre les 2 communautés, on voulait aussi que notre projet déborde et transcende le caractère circonscrit des 2 communautés. On est fiers aussi que ce dialogue qu'on instaure et qui, j'espère, inspirera d'autres initiatives dans le même genre, puisse rétablir d'abord le contact. Tu as parlé de passerelle. Oui, c'est ce que j'espère à travers cette initiative, c'est d'établir des ponts entre nos 2 communautés qui sont aujourd'hui si distantes inutilement alors qu'elles ont tant à partager. Du coup, c'est la même que dans le documentaire. Ah, ça me rappelle. Ah, c'est la mosquée. Bah oui, c'est la mosquée. Mais oui, c'est le document. Oh là là, oui. C'est grave beau. Oui. Il est des lieux qui parlent sans bruit, des espaces qui, au-delà de leur architecture, portent en eux des récits de courage, de lumière, de mémoire silencieuse. La Grande Mosquée de Paris est de ceux-là. C'est vers elle que je souhaitais emmener mes élèves, non pas pour une simple visite culturelle, mais pour vivre un moment de transmission, de réflexion, de réconciliation intérieure. La Grande Mosquée de Paris, par son histoire, est un symbole vivant de solidarité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a offert refuge à des Juifs pour chasser, à des résistants, dans un geste de fraternité humaine, loin des dogmes, proche de l'essentiel. En franchissant ces portes, je voulais aussi que mes élèves ressentent cela, qu'ils comprennent que derrière les murs de pierre, il y a des histoires de mains tendues, de vies sauvées, d'actes justes dans l'ombre. Alors nous sommes face au portrait de l'imam Sidi Ben Gabrit que vous aviez découvert dans le beau récit relaté par l'auteur Mohamed Aïssaoui en son essai L'étoile jaune et le croissant. Cette exposition autour de la figure de l'imam Ben Gabrit passe sous silence
ce trou noir, souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de trou noir historique autour de l'action menée par l'imam pour sauver les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait bizarre. J'ai jamais cru le voir, mais je suis devant sa tombe. C'est émouvant pour toi? Ouais. Si je choisis de faire dialoguer la mosquée et dans la même journée le mémorial de la Shoah, c'est pour tisser un fil entre les mémoires, pour dire à nos élèves que l'histoire n'est pas un bloc figé, mais une étoffe complexe, faite de douleur, de résistance, de solidarité inattendue. Ce bâtiment, c'est le mémorial de la Shoah, où il y a toutes les informations de tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale et la déportation des Juifs. Ici s'appelle l'allée des Justes, où vous avez les noms des Justes qui sont là. Comme on vous a dit, Sirkadour Ben Gabrit a fait une demande donc, de la part des familles qui ont été cachées. Cette demande n'a pas abouti, donc il n'a pas été nommé juste par les nations par manque d'informations précises. C'est de témoignages. C'est très compliqué pour devenir juste parmi les nations. Il faut vraiment il y a toute une procédure. Je le sais personnellement parce que mon papa, comme je vous ai dit, a été un enfant caché et a demandé que les paysans qui l'ont caché pendant 2 ans, lui et ses 2 sœurs, soient reconnus juste parmi les nations. Et par manque de preuves, eh bien, ces personnes n'ont pas pu être reconnues juste parmi les nations. Mais il y a toujours une demande qui est en cours et peut-être que finalement, Sirkadour Ben Gabrit aura ce grand honneur. Donc, de toute façon, il fait partie dans nos cœurs. Il a sauvé beaucoup de vies et grâce à lui, il y a des descendants et des descendants des descendants. Et donc, par son courage et son humanité, il est de fait un juste parmi les nations. Je trouve que c'est très important de savoir et de connaître ces choses-là parce que c'est une tragédie. Il faut se mémorer et il faut connaître les personnes qui ont sacrifié leur vie pour sauver tous les Juifs. Et voilà, il faut toujours se mémorer, il faut garder dans le cœur. Nous sommes partis tout d'abord de la question de la condition juive en terre d'islam, puis de la condition juive dans les textes scripturaires. Et puis nous avons tout de suite rebondi dans une lecture passionnante d'un essai de Mohamed Aïssaoui qui s'intitule « L'étoile jaune, le croissant ». Et nous avons aussi participé à une pause de pavé de mémoire. Donc aujourd'hui, là, on va tout de suite, peut-être pour rafraîchir votre mémoire, revoir avec nos invités, qui peut-être, certains d'entre eux n'ont pas vu le documentaire, ce documentaire de Driss Berkani qui s'intitule « La grande mosquée, résistance oubliée ». Et ensuite, on passera au témoignage et on passera surtout à la discussion avec vous. On supplie les lèvres pour conjurer la terreur des silences. Voilà ce que faisaient des journées entières ces femmes et ces hommes revenus de l'enfer. L'incroyable parfois arrivait, les gens se retrouvaient, le miracle était dû à des lieux qui, comme la mosquée, ont servi d'asile et de sanctuaire. Cette solidarité, ce sens de l'honneur, était un gage de sécurité pour les réfugiés.
personne ne fut arrêté dans l'enceinte de la mosquée. Quand il y avait une alerte, Kadoub Ben-Gabri appuyait sur un bouton et il signalait, il disait « mettez les réfugiés à la salle de prière ». Il les mettait même, j'étais pas derrière les rideaux où il y avait les femmes. Comme ça, les Allemands, quand ils rentraient, ils n'osaient pas entrer dans la salle de prière. Et le 12 septembre 1942, j'avais alors 4 ans, mes parents se promenaient près de la gare du Midi à Bruxelles et ils ont été pris dans ces grands rafles du 12 septembre 1942. Ils ont été détenus à la caserne d'Ossin à Malines. Ils ont été embarqués, déportés dans le 10e convoi vers une destination que mon père a décrite sur une carte qu'il a réussi à jeter du train qui les emmenait. Et il a écrit en route vers une destination encore inconnue. Et cette carte, il l'a envoyée à des voisins qui habitaient la maison à côté de chez nous, c'est-à-dire au 49. Nous étions au 47. Je vous prie de bien vouloir vous occuper de mes affaires et surtout soigner ma petite fille. Prenez-en soin comme si c'était la vôtre. Nous vous en serons toujours reconnaissants. Arrivé à destination, ma mère a été probablement gazée directement et mon père a été déclaré mort, je dirais assassiné, le 25 février 1943. Donc, je suis restée toute la durée de la guerre chez le fils de la personne qui a reçu la carte. Ces gens m'ont soignée comme si j'étais leur propre fille. Les 3 ans que j'ai passés chez eux étaient 3 ans, je ne vais pas dire de bonheur, mais en tout cas 3 ans dans une ambiance très familiale. Ma mère vient trouver sa mère à elle, et donc ma grand-mère. Et elle lui dit, ben voilà, il y a monsieur l'abbé qui nous demande est-ce qu'on peut cacher 2 personnes. Et la grand-mère ne pose pas de questions. Et ma grand-mère, elle dit, ok, on va cacher 2 personnes. Et elle ne pose pas de questions pour savoir pourquoi il faut les cacher, etc. C'est monsieur l'abbé qui dit qu'il faut les cacher, je les cache. Pas de problème, pas de questions. Lorsque je suis rentré en classe primaire, en 3e primaire, puisque j'avais zappé les 2 premières années, et en 3e primaire, je me suis trouvé devant un instituteur qui m'a appelé par mon nom, c'est-à-dire le nom qui était inscrit à l'école, Meyer. Mais moi, j'avais appris pendant 2 ans de ne jamais plus répondre à ce nom-là, parce que ce nom c'était un signal de danger. Et donc, pour moi, enfant de 5 ans, j'ai retenu ce mot, parce que à côté de ces mots-là, j'ai été couvert par une jeune novice qui m'a initié à la peur du petit garçon que j'étais, la peur de la différence qu'il y avait entre moi et tous les enfants, les petits orphelins qui se trouvaient dans ce couvent. Et donc j'ai été vraiment initié à la peur. Elle a fait ça pour me protéger, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de mal également. Et encore des années bien plus tard, la seule personne qui m'appelait Meyer, c'était ma maman. Elle pouvait m'appeler Meyer parce que là, j'avais toute la sécurité, que tout était en ordre. Je suis sorti avec une enfance qui était fracassée. Et donc, il a fallu qu'on reconstruise tout ça. Il n'y avait pas de psychologues, de personnes qui étaient là pour nous aider. J'étais probablement pas le seul enfant caché qui a dû vivre des expériences, parce que j'ai des amis qui ont vécu des expériences absolument abominables, puisque cacher un enfant juif, c'était aussi prendre le risque, comme l'a dit Radouane, cacher un enfant juif, c'était aussi prendre le risque
de perdre sa vie. Et donc, j'ai une question pour Madame Bella. En fait, vous avez dit que vous n'avez pas. En fait, vous avez dit que vous n'avez pas changé votre nom et prénom. Comment vous avez fait pour ne pas vous faire choquer par les Allemands? Mais il se fait que le hasard a voulu que la vie se déroule comme ça. Je ne vais pas dire cette chance parce que on dit toujours qu'on a la chance de survivre. Je ne sais pas si c'est toujours une chance. Le hasard fait que. Et je n'ai pas changé de prénom. Et on m'a toujours appelé comme ça, Bella. Est-ce que, avec la montée de l'extrême droite, vous n'avez pas peur que ça se repasse, que le passé se reproduise? Cette situation, en tout cas, me fait peur. Me fait peur parce que nos familles ont connu une montée de cet extrémisme. Mes parents sont arrivés en Belgique vers 1930. Ils ont vécu tout ce développement de la situation. Et après la guerre, on a invoqué un slogan « Plus jamais ça ». Et ça fait maintenant déjà pas mal de temps que je me dis que ce « plus jamais ça » ne veut plus dire ce qu'il voulait dire. Nous avons toujours été élevés en disant attention, attention aux montées des extrémismes, quels qu'ils soient. Et j'ai été baignée, et c'est quelque chose que j'ai répété à mes enfants, en disant il faut toujours faire attention par rapport au gouvernement. Tant que les lois ne changent pas, ou tant que les lois protègent les citoyens, il y a de l'espoir. À partir du moment où les lois changent et les lois ne protègent plus les citoyens, il faut que la valise soit prête, le sac à dos soit prêt pour pouvoir partir à temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peur, elle mène à la haine, et la haine, ça mène à l'exclusion, et l'exclusion, ça fait que tout le monde est perdant. Nous, on a un travail quotidien qui est profondément ancré dans le présent de l'accueil de tous les migrants qui arrivent, parfois par choix, souvent par nécessité. Et pouvoir faire ce travail de mémoire et ne pas oublier le passé, c'est se donner le courage aussi de continuer parfois des choses qui sont difficiles et essayer d'éviter que les atrocités qui se sont passées par le passé ne se reproduisent. Donner de sa culture, c'est rare qu'on peut donner des choses et ne rien perdre. Et donner de sa culture, c'est en plus gagner le fait d'avoir donné. Voilà, moi j'ai la conviction de penser qu'on tient le bon bout pour faire société ensemble. Personnellement, j'accueille des migrants qui sont musulmans, qui sont orthodoxes. Et c'est ma manière à moi de pouvoir tendre la main à des gens qui sont de passage en Belgique et qui ont des difficultés, en souvenir à ceux qui ont tendu la main à mes parents et à mes grands-parents, qui fait que nous sommes en vie. Voilà. Le fonctionnement de la haine et de l'expulsion, c'est un fonctionnement qui est toujours présent chez des gens. On ne savait pas, dans la population européenne, que les Allemands allaient arriver jusqu'à des camps d'extermination. Maintenant, on sait que c'est possible. Et j'ai envie de dire, comme Woody Allen, quand tu ne te rends pas compte qu'il y a eu en tout 6 millions de Juifs qui ont été exterminés, il dit le pire, c'est que je sais que les records sont faits pour être battus. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est une horreur qu'il faut avoir en tête, sans se faire avoir peur et sans être mobilisé par la peur, en étant mobilisé plus par l'espoir, de faire un monde meilleur, de faire un monde où les gens s'entendent, où les gens s'écoutent. Et pour ça, je remercie déjà votre professeur de vous avoir initié à ça. Je m'appelle Ahmed, j'ai 16 ans et en 2015, j'ai été réfugié en Europe parce qu'il y a eu une guerre civile en Syrie. Et j'étais parti quand j'étais petit, j'ai vécu ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu. Et je l'espère pas. Et c'était très dur et très touchant. Et je me rappelle encore du trajet que j'ai fait pour arriver en Europe. Et c'était très dur. Et il y a très moyen que tout ça recommence et encore plus pire. Moi, je m'appelle Yacine. J'ai 15 ans.
bientôt 16. En fait, aujourd'hui, c'était vraiment touchant. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez raconté. J'ai entendu beaucoup de personnes aujourd'hui, ce que Madame Bella a dit, ce que vous avez dit Madame Pérez, et ce que Marcel a dit. C'était touchant. Je n'arrive même pas à me mettre à leur place, tellement c'est dur. Je trouve que leur histoire est dure, donc je ne peux pas me mettre à leur place. C'est presque inimaginable pour moi. Et je sens de la fierté parce que notre prof, M. Attia, il avait un projet, il l'a fait. Et je sens aussi de la fierté parce que je suis un de ses élèves. J'étais un de ses élèves. Je peux raconter à mes futurs enfants que j'ai participé à un programme qui parle d'une des pires catastrophes de l'histoire, excusez-moi. Alors l'histoire de Bella m'a énormément touchée parce que franchement, c'est pas facile à l'âge de 4 ans de ne déjà plus avoir ses parents. Quand elle nous a raconté cette histoire, je me sentais chanceuse de ne pas avoir vécu parce que c'est très compliqué. Enfin, je me dis, à 4 ans, j'aurais pas été capable de vivre déjà sans parents et de plus pouvoir prononcer papa et maman de la bouche depuis 4 ans. Et c'est très compliqué. Mais toutes les histoires m'ont énormément touchée et c'est pas facile de les raconter. Je m'appelle Maya, j'ai 16 ans et je suis immigrée d'Égypte. Je viens du Caire et malheureusement, j'ai pas de souvenirs parce que j'étais très petite, j'avais 3 ans quand on a quitté l'Égypte. Il ne faut pas oublier l'histoire pour éviter que ça se répète et tout ça. Et qu'il faut en parler parce que c'est très grave et c'est inhumain. Quelqu'un qui puisse tuer d'autres humains sans vraiment de raison valable, c'est vraiment ignoble. Tout retenu, tout m'a extrêmement touchée, que ce soit l'histoire de Bella ou de Marcel, ou même le témoignage du monsieur qui a raconté l'histoire de sa mère et de son arrière-grand-mère, parce que je trouve ça fantastique de voir la solidarité que l'humain peut avoir, comme sa lâcheté aussi. Enfin, c'est un peu moins fascinant, mais je trouve ça très beau et très touchant. Voilà, ça m'a beaucoup émue à plusieurs moments. J'avais eu beaucoup les larmes aux yeux. Et comme Madame Bella et Monsieur Marcel ont été touchés, ça se voyait. J'avais envie de leur faire des gros câlins et tout. Donc, voilà. Parce que je trouve que c'est très important d'être là pour ses frères. Qu'ils soient musulmans ou juifs, c'est toujours une personne qui a de la vie et il faut être là pour lui. Donc je le ferai directement, sans hésitation. Ça nous prouve qu'on peut toujours avoir foi en l'humanité. Voilà. La lâcheté, elle est banale, et l'héroïsme, ça arrive aussi.